C'est bon, docteur Boucher, c'est affiché. D'accord, ça marche, ok. Donc, bienvenue à tous. Alors, ma présentation va porter sur la gestion des crises et ces situations sanitaires exceptionnelles, aborder les enjeux et contextes, donc l'enjeu mondial et le contexte dans lequel évoluent les crises et les situations sanitaires exceptionnelles dans le monde et en Algérie. Nous allons nous rappeler ensemble de Je pense qu'il y a des problèmes de connexion du côté du docteur Boucheib. Donc on l'a perdu, je crois. Bon, on attend quelques Je instants. vais rappeler. C'est dommage, la dernière fois, ça a bien marché depuis Oui, Bénédicte. Depuis oui, CHU, ça a bien marché avec elle. ça Ah, fonctionnait très bien, ouais. c'est les aléas de la connexion. Alors, voilà. Connexion. Je suis en train de me reconnecter. D'accord. On est en train de se reconnecter, donc on attend quelques secondes. Euh, Est-ce que c'est bon pour vous, s'il vous plaît? Ouais. On vous voit, on vous entend, Mhm. Très bien. mais on ne voit pas le document. Très bien, je repartage tout de suite. C'est c'est très Voilà. bien. Très Vous bien. voulez peut-être les mettre en plein écran, en diaporama? Oui, parfait. Très bien, merci. Donc, je disais qu'au cours de ces dernières années, le monde a été confronté à des crises diverses, des crises liées à l'environnement, les conflits géopolitiques, les cybermenaces, et il y a eu des risques qui ont émergé, qui sont hyper complexes, exceptionnels et potentiellement imaginables. Je donne l'exemple donc des crises liées à l'environnement qui sont hyper complexes et qui peuvent avoir des conséquences sur le plan santé, sociétal et économique. Selon là, je ne vois plus. Donc, selon le 17e rapport annuel sur les risques mondiaux de 2022, une crise climatique et des bouleversements sociaux croissants seront les principaux risques que devra affronter le monde au cours des 10 prochaines années. Cela va déstabiliser donc les habitudes, provoquer une perte des cadres de référence, déstructurer les systèmes et schémas organisationnels, donc de routine, et affaiblir notre capacité de réponse et opérationnelle. C'est pour tout cela qu'il faudra anticiper et mettre en place une stratégie de crise qui sera bien sûr pensée, adaptée et qui va reposer sur une méthodologie de gestion éprouvée sur des outils et une méthodologie bien réfléchie. La gestion de ces crises est un enjeu majeur pour la santé publique.
face à ces situations, il faudra disposer d'un plan qui sera fort, robuste, flexible, c'est-à-dire qui pourra être adapté selon la nature de la crise. Il doit être capable donc de s'adapter, mais aussi on aura besoin de collaborer avec les différents secteurs pour justement trouver les solutions adaptées. Une approche flexible, donc qui pourra justement s'adapter avec la réalité du terrain, et résilience dans la gestion des risques sanitaires est absolument indispensable. D'abord, qu'est-ce que la gestion de crise? Qu'est-ce qu'on appelle par gérer une crise de santé? D'abord, c'est une approche qui est fondée sur des processus et des stratégies qui permettent d'abord d'identifier afin de répondre de façon efficace à une menace, un événement imprévu ou bien toute perturbation négative qui est susceptible de nuire aux personnes, aux biens ou bien au processus opérationnel. Il s'agit d'anticiper la crise aux signaux d'alerte. Donc, anticipation, c'est un mot qui va souvent revenir dans la gestion de crise sanitaire. On ne peut pas gérer une crise sanitaire sans anticiper, c'est-à-dire se préparer à la gestion de crise, créer une cellule de crise, pas à la venue de crise, mais la préparer bien avant pour avoir des réflexes donc adaptés. Gérer la crise, la communication sera bien sûr étudiée, une communication qui sera soignée et prête à être donc utilisée sur le terrain. Et bien sûr, tout ça pour garder la tête froide, maintenir le cap pour pouvoir gérer les crises sanitaires. Tout cela pour pouvoir réagir rapidement et efficacement aux crises sanitaires, minimiser les conséquences négatives, les impacts, assurer surtout une continuité des activités et surtout la facilité de reprendre donc une vie normale, reprendre la normalité après le passage d'une crise. Il s'agit non seulement de gérer l'avant-crise, pendant la crise et surtout la période qui vient après la crise, donc le retour à la phase normale. Donc, récapitulant, il faut se préparer pour se protéger, pour protéger nos populations, notre système de santé et nos secteurs pour faire face à toute crise. Donc, je récapitule encore une fois, se préparer, anticiper toute situation d'urgence. Il s'agit de s'organiser sur plusieurs donc, points. Comment mettre en œuvre une cellule de crise, pouvoir avoir des fiches réflexes, des scénarios redoutés. Ce sera bien sûr se préparer par des exercices de mise en situation. Et bien sûr, on ne peut pas gérer une crise sanitaire sans avoir les moyens disponibles qui composent donc nos plans d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'une situation sanitaire exceptionnelle? Une situation sanitaire exceptionnelle, elle se réfère généralement à des circonstances qui sont inhabituelles, donc qui sortent de notre routine de vie habituelle, extraordinaires, dans le domaine de la santé publique et qui nécessitent une réponse coordonnée et rapide. Ça peut être une épidémie, une pandémie, une catastrophe naturelle, une menace biologique, etc. Ce terme va mettre l'accent sur les aspects liés à la santé et aux conditions médicales sans nécessairement impliquer donc la notion d'ampleur. Donc, une SSE, c'est un événement qui est émergent, qui est inhabituel, qui dépasse le cadre de la gestion courante des alertes au regard de son ampleur. La crise, par contre, est un terme qui est plus large et qui peut englober divers domaines, y compris la santé, l'économie, la politique, la sécurité, et qui peut résulter de différents événements tels que des conflits, des catastrophes, des crises financières, des pandémies. Elle peut être définie comme une situation critique ou un moment décisif ou une perturbation importante qui menace de causer des conséquences graves et durables. Qu'est-ce qu'on retient par la crise? On est dans l'incertitude, dans la soudaineté, dans l'impact. On s'attend à de mauvaises donc, conséquences, à une conséquence négative. La perception, chacun a sa propre perception de la crise. Et du point de vue, bien sûr, de préparation, quand on est bien préparé à la crise, on la perçoit plus ou moins bien, avec moins de stress. Et le contraire, donc, ça va de soi. La médiatisation négative, en rapport avec la désinformation, la communication qui
très importante. Le changement, on passe d'une situation de routine à une situation extraordinaire, une situation inconnue. L'opportunité potentielle, on peut avoir donc des opportunités qui peuvent donc se créer pendant cette phase. Et bien sûr, la crise est un processus qui est identifiable à travers des signes avant-coureurs. Donc, on peut reconnaître une crise. Si on gère, bien sûr, si on est dans la gestion du risque, on peut reconnaître des signes avant-coureurs de la crise. Alors, la crise est un processus qui est dynamique, qui est complexe et qui évolue dans le temps, qui est caractérisé par 4 phases. L'incubation, le déclenchement, une phase aiguë et le redressement. Vous voyez bien dans ce graphe, donc ce graphe illustre les différentes phases donc, de déroulement d'une crise sanitaire. Et vous voyez bien, il peut d'abord, pour qu'une crise se déclenche, pour qu'il y ait justement cette phase aiguë, généralement, on retrouve des signes, donc une série causale qui peut donc contenir des signes avant-coureurs de la crise. On a un événement déclencheur qui va justement vers ce graphe en ascension, qui peut donc arriver à cette phase aiguë. Et puis, on peut passer par une phase de stabilité ou bien de chronicité de la crise, une phase de résolution où on trouvera justement des solutions pour freiner les signes donc, de cette crise, et puis une phase donc on revient à la normale, et on peut l'appeler aussi une phase d'apprentissage, parce qu'on peut tirer des leçons de la crise, on peut tirer des bonnes leçons, surtout si on fait donc un bon retour d'expérience à chaud et à froid. Donc, je vais prendre l'exemple de la COVID-19 pour justement aborder rapidement ces phases de la crise sanitaire. D'abord, ce qu'on appelle la gestion courante. Rappelez-vous, pendant la phase de la COVID-19, avant décembre 2019, la plupart des pays étaient dans une situation de gestion courante, mais avec des degrés de préparation variables aux pandémies. Il y avait des pays qui étaient bien préparés, des pays moins préparés et des pays qui n'étaient pas du tout préparés à la pandémie. Alors, il y a donc des pays qui étaient bien préparés parce qu'ils avaient anticipé justement l'apparition de ces crises sanitaires et avaient mis en place les fiches réflexes. Donc, ils avaient mis en place, ils avaient préparé leurs équipes avec des exercices de mise en situation et avaient pu justement mettre en place des solutions rapidement pour faire face à cette crise. On passe à la deuxième phase qui est l'entrée à la crise. Pour entrer dans une crise sanitaire, il y a souvent ce qu'on appelle un élément déclencheur. Rappelez-vous, pour la COVID-19, l'élément déclencheur était l'apparition du SARS-CoV-2, donc du virus, en Chine, en fin 2019, et sa propagation rapide au niveau mondial depuis 2020. On passe à une situation de crise sanitaire. Alors, la situation de crise sanitaire, on voit qu'on peut passer... On voit donc qu'on peut arriver à ce qu'on appelle un point culminant. En 2020, donc au début 2021, de nombreux pays connaissent des vagues épidémiques avec des taux d'hospitalisation et de mortalité élevés. Et il y avait des mesures qui avaient été donc prises pour faire face donc à cette ascension donc, des cas, donc l'augmentation des nombres de cas, et on avait intensifié les campagnes donc de dépistage et les mesures donc de mise en quarantaine pour faire face donc à cette ascension. Malgré ça, il y avait des systèmes de santé qui étaient saturés. Il y avait des pays qui avaient du mal à faire face donc à ces vagues de cette augmentation du nombre de cas, comme par exemple l'Inde, le Brésil, rappelez-vous l'Italie lors des premières vagues. Et il y avait un impact social et économique massif. Il y avait donc, avec la fermeture des écoles, et il y avait donc des personnes qui avaient perdu leurs emplois. On arrive à la fin, à la troisième phase, qui est la fin de la crise. Et vous remarquez, la pente elle est progressive. On revient progressivement à la normale. Donc, on retourne à un équilibre initial. Pour certains aspects, comme par exemple la réouverture des écoles,
et des frontières, la situation est revenue à l'état qui était avant donc, la pandémie, avant l'apparition de la pandémie. Les systèmes de santé se sont adaptés en fait à la situation. Ils avaient augmenté les stocks stratégiques, avaient renforcé leurs infrastructures hospitalières, aussi bien en moyens humains et matériels. Et vous voyez bien, la dernière phase, c'est le retour, ce qu'on appelle le retour à la normale, le retour à la gestion courante, qui est donc caractérisé par le retour aux caractéristiques de la phase initiale, la phase normale. Donc, vous voyez bien que la crise sanitaire passe par plusieurs phases et nous devrions, pour gérer la crise, nous devrions adapter notre méthodologie, nos moyens pour chaque phase de crise. Pour justement le retour à la phase normale, il faudra savoir que le retour à la normale ne va pas se faire du jour au lendemain, mais de façon progressive. Et il faudra tirer des leçons par donc un retour d'expérience. Il se fera à chaud pour ne pas justement oublier les notions les plus importantes et à froid pour tirer les bonnes leçons et se préparer à d'éventuelles crises prochaines. Donc la crise possède plusieurs dimensions qui vont interagir ensemble pour créer un système complexe. Ça peut être des dimensions d'ordre médiatique, technique, politique, humaine, sociale, économique qu'il faudra justement gérer et pas seulement pour le secteur de la santé, mais en coordonnant avec les différents secteurs. Rapidement, dans le monde, il y a eu beaucoup d'événements donc sur le plan santé, sur le plan sécurité, qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Je rappelle donc la pandémie du sida qui avait émergé dans les années 80, l'épidémie de la grippe H1N1, l'épidémie d'Ebola, la pandémie du Covid-19, les crises liées donc à l'environnement, les marées noires, les accidents nucléaires, les crimes graves liés donc à la sécurité, comme les prises d'otages, les cyberattaques qui ont été donc identifiées comme des risques majeurs par les derniers rapports qui ont été publiés dans le monde. Et tous ces risques représentent une menace non seulement pour la santé publique, bien sûr, pour la santé publique, on l'a bien vu pendant la Covid-19, ils sont à l'origine de morbidité et de mortalité accrues, de dépassement du système de santé. Ils ont un impact sur l'économie, donc sur le système de santé qui devient plus vulnérable, surtout si le personnel de santé n'est pas préparé à gérer cette crise. Et puis, les crises vont exagérer les inégalités en matière de santé. Les populations les plus vulnérables, comme les personnes âgées, etc., les personnes à faible revenu, donc c'est eux qui vont être, donc, si vous voulez, le maillon faible, qui vont souffrir le plus pendant ces crises. Aussi, il y a des défis en matière de gouvernance, les capacités de gouverner, de gérer, tout cela va être mis en épreuve. Nous rappelons la santé mentale. La santé mentale aussi prend beaucoup d'ampleur par rapport à ces crises. Et puis, il n'y a pas que du négatif dans les pandémies, dans les crises sanitaires. Pourquoi? Parce qu'on tire des leçons pour se préparer aux futures pandémies. Et puis, rappelons aussi que pendant la crise, on fait face aussi à la désinformation, à la panique. On perd les pédales et on peut justement, à cause de la désinformation, adopter des comportements irrationnels et propager le fait qu'il y ait des informations donc fausses qui vont être propagées sur une question de santé. Cela va encore donc aggraver les situations, surtout si la population perd confiance en notre système de santé. En Algérie, les risques les plus potentiellement donc présents, ce sont les risques pétrochimiques et industriels, les raffineries, les complexes gaziers, pétroliers qui peuvent donc se poser problème, les risques liés aux pandémies, donc épidémiques,
Donc, pandémie, quand c'est mondial, l'Algérie aussi va en souffrir, les épidémies, les risques liés à l'environnement, au climat, les catastrophes naturelles. On est un pays qui a des risques sismiques euh, particuliers, importants, les tremblements de terre, les inondations. Tout cela va mettre en épreuve nos capacités de système de santé, nos ressources financières, aggravées par les inégalités sociales et régionales. L'Algérie est un grand pays, donc le nord ne ressemble pas au sud. Les moyens sont plus ou moins répartis, mais donc de façon pas très égale, donc ce qui peut aggraver la situation. La communication, l'information, il faut savoir on a eu quand même beaucoup de soucis en matière de communication et d'information, mais après la COVID-19, il y a eu beaucoup de formations qui ont été faites pour le personnel de la santé pour gérer justement ces insuffisances en matière de communication. L'économie, bien sûr, l'éducation est touchée, la gestion des crises et la préparation, la formation du personnel est indispensable pour justement combler ce manque de préparation et d'anticipation. La sécurité alimentaire aussi peut faire les frais de tout cela. Alors, pour l'Algérie, aborder ces enjeux de manière proactive, c'est-à-dire en amont et en renforçant la préparation nationale, peut améliorer notre capacité à faire face à ces crises sanitaires et atténuer leur impact. Cela implique bien sûr une coordination entre les différents secteurs. Alors, j'ai mis un petit peu Je pense qu'on a un problème de son. Bon, on patiente un peu. alors encore un problème de connexion. Docteur Guénon, il me reste combien de temps, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Votre micro est coupé, docteur Guénon. Madame Boucher, bon, continuez, on ne va pas s'arrêter en ces bons chemins. Continuez, madame. D'accord. Est-ce que l'écran est partagé? Il est partagé. Très bien. C'est bon. Alors concrètement, donc allons-nous mettre en place en matière de gestion de crise sanitaire et de situation sanitaire exceptionnelle, comment mettre en place donc une cellule de crise sanitaire. Alors un travail qui est fait bien sûr en amont, il faut se préparer et pour justement faire face à cette crise, il faudra avoir les outils et la méthodologie nécessaires pour faire fonctionner justement cette cellule de gestion de crise. Alors, pourquoi mettre en place et s'approprier justement ces méthodes? Justement pour fournir un cadre au management, pour recueillir, trier et surtout faire une priorité pour les informations utiles et disposer des données actualisées et vérifiées pour favoriser justement la prise de décision. Parce que la finalité d'une cellule de crise, c'est faire un point de situation justement pour prendre les bonnes décisions, pour construire un diagnostic capacitaire de départ, mettre en œuvre des actions réflexes, c'est-à-dire une fois que nous allons faire face à une crise,
Nous n'allons pas perdre de temps et faire face rapidement pour donner une réponse efficace, conduire des stratégies de prise en charge retenues et puis surtout un aspect que nous avons l'habitude un peu de négliger, c'est la communication, donc communiquer en interne et en externe. Alors, la méthode sur laquelle nous nous basons pour mettre en place une cellule de gestion de crise sanitaire, c'est ce qu'on appelle la méthode de raisonnement tactique. C'est une démarche ordonnée, guidée par un fil conducteur, qui va permettre, donc, par des questions successives, de déterminer les différentes actions que nous allons mettre en place. Elle permet de préparer une mission, d'en intégrer les différents paramètres et d'évaluer la cohérence donc de l'ensemble des actions avec l'objectif à atteindre. Parce une cellule de crise, bien sûr, si on a donc on est en face d'une crise ou bien d'une situation sanitaire exceptionnelle, nous allons d'abord préciser l'objectif de cette cellule de crise et mettre en place, donc, si vous voulez, les projets d'action à mettre en œuvre donc, sur le terrain. C'est un outil très simple, mais il est très puissant parce qu'il est très cohérent. Et l'anticipation, qui est, je vous ai dit, le mot-clé en matière de gestion de crise, elle est l'apanage des équipes efficaces. Donc, il faut anticiper. Il s'agit tout simplement de se poser des questions. À chaque changement de situation, il y a 6 questions qui méritent d'être posées pour donner à l'objectif qu'on s'est mis au départ, cibler de la cohérence entre donc, les différentes, actions engagées. D'abord, donc, de quoi s'agit-il? Avec qui? Avec quoi? Contre qui? Contre quoi? Où? Quand? Comment? Et quelles initiatives restent-ils? Alors, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire, il s'agit de nommer la crise. Il faut qu'on soit d'accord. Il s'agit de donner un nom à cette crise. Chacun peut percevoir une crise tout dépend de ses connaissances, de sa perception personnelle, mais il faudra se mettre d'accord sur le fait de nommer cette crise. De quoi parle-t-on? Quels sont les besoins qui sont demandés et est-ce que les besoins qui sont demandés est-ce qu'ils dépassent nos moyens ordinaires qui sont mis à disposition? Et puis, il y a 3 questions que nous allons nous poser, si vous voulez, les 3 premières minutes. De quoi parle-t-on? C'est-à-dire, quels sont les besoins qui sont demandés? Dépassent-ils nos moyens? Quelle organisation retenir? Quels sont les acteurs, les lieux, la durée? Définir quelles sont les règles de management? Qui fait quoi? Donc, on va se répartir les tâches, les fiches de poste, comment il faudra gérer le stress, présenter les outils de gestion et leurs usages, mettre en place des mesures réflexes. Il faudra gagner du temps pour poser la stratégie de prise en charge. Et toutes les questions que je viens de vous poser, ça devra se faire en amont. Une cellule de crise, ça se prépare pour justement que ça soit des questions réflexes avec des réponses rapides et efficaces pour mettre en place rapidement. Rappelez-vous, on est dans l'urgence. Avec qui, avec quoi? Mettre en réseau les acteurs régaliens associés aux nouveaux acteurs générés par la crise, les victimes, les impliqués, les associations de citoyens, avec qui nous allons travailler et quels sont les moyens humains et techniques qui sont disponibles pour prendre en charge au tout début de la crise. La 3e question, contre qui? Contre quoi? Il faudra analyser les freins structurels qui vont bloquer l'action, c'est-à-dire définir, identifier les contraintes que nous allons faire face. Le management de la crise ne peut être le fait d'une prise de décision individuelle. Rappelez-vous, une cellule de crise, c'est un groupe de travail. Repérer les éléments perturbateurs, bien sûr, il faudra mettre tout à la disposition, tous les facteurs qui vont faciliter donc, le bon fonctionnement de cette cellule de crise en matière de communication surtout. Déterminer les points critiques de l'organisation. Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des comportements qui sont inappropriés face au stress?
Et puis, l'aspect ergonomique, donc, il faudra penser à faire baisser donc, le niveau de stress pour justement faciliter le travail de tous les membres du groupe. Où et quand? Il faudra fixer un espace de temps dynamique dans le cadre des actions, c'est-à-dire il faudra conditionner les décisions. Celui qui gère le temps est celui qui va prendre les décisions pour justement faire marcher cette cellule de crise dans les meilleures conditions et continuer la gestion et la durée et à la composition dans le temps de la cellule de sa logistique, c'est-à-dire gérer cette crise en tenant compte donc surtout du temps, ne pas de se donner des deadlines pour ne pas perdre de temps et réagir efficacement. Et puis, il faudra mettre en œuvre une cellule de crise qui va donc s'appuyer, donc je vous ai dit, par un management approprié. Alors, combien d'outils nécessaires au pilotage? Alors, face à une gestion de cellules de crise, il faudra s'armer. Alors, s'armer de quoi? Ça peut être, vous me direz, il y a donc quelques régions dans le pays qui n'ont pas peut-être, qui ne sont pas outillées en matière donc d'outils informatiques. Je peux vous dire qu'on peut s'armer même de papier. C'est-à-dire, c'est de la méthodologie. On peut dessiner nos propres tableaux, on peut nos propres donc, tableaux de suivi des actions, on va le voir maintenant. Donc, qu'importe qu'ils soient sous forme papier, de tableau blanc ou informatique, l'essentiel, n'est-ce pas, c'est qu'ils soient compris dans leurs usages et partagés, quels qu'ils soient, dans ce processus de décision et de pilotage. Ils permettent d'anticiper la prise en charge et d'imaginer ses propres limites de gestion. Alors, 5 outils nécessaires sont donc indispensables pour gérer une crise de santé. Il y a ce qu'on appelle les tableaux de bord, les tableaux capacitaires et le tableau de suivi des fonctions, le tableau de suivi des actions, la main courante et le point de situation. Ce sont les outils de base sur lesquels s'appuie le manager pour structurer sa réponse et favoriser la prise de décision. Elles ajoutent un plus-value dans le processus de décision et de pilotage. Elles permettent de comprendre, de s'approprier et de maîtriser l'usage des outils, donc par des exercices réguliers, bien sûr. Et elle permet aussi de tenir et de mettre à jour par la barrette de commandement, donc tout ce qui a été fait, en fait, tout ce qui est fait pendant la gestion de cellules de crise. Tout cela, pourquoi nous appuyons sur ces outils? Pour structurer notre réponse et favoriser une bonne décision, donc la meilleure des deux. Excusez-moi, docteur Boucher, est-ce que vous pouvez terminer dans 5-10 minutes? Ça marche, ça marche. Okay. Merci, merci. Alors, les tableaux de bord donc, permettent d'anticiper la prise en charge, d'imaginer ses propres limites et de demander si nécessaire donc un renfort. Donc, il s'agit de mettre en place un tableau qui va porter sur la décision, donc qui va décider, la durée donc d'intervention, la coordination avec donc les différentes donc, parties prenantes, l'anticipation, la logistique, la coordination avec les différents intervenants pour gérer la crise. Donc, on va tout mettre, tout ce qui a été mobilisé. Et puis, il faudra mettre donc, en lumière comment, c'est-à-dire une cinétique, c'est-à-dire la cinétique de la gestion qu'elle soit courte ou longue, pour justement que ça soit lisible et visible par quelqu'un qui n'est pas donc inclus dans ce groupe de travail, qui peut donc intégrer la cellule de crise et pourra justement avoir des informations sur la gestion de cette cellule, même s'il n'a pas été intégré au tout début donc de la gestion de cette cellule de crise. Il y a aussi un tableau très important qui est le tableau de suivi des actions, qui est mis en place pour organiser au mieux les tâches de chaque collaborateur, traduire les différentes actions, synthétiser donc les différentes directives et assurer la cohérence entre les actions. Il est tenu et mis à jour par la cellule de crise. Voilà, il s'agit donc de mettre en place un tableau qui va en fait décrire toutes les actions qui ont été mises en place, par qui elles ont été entreprises. Par exemple, je donne un exemple donc sur l'action. L'action, elle a été
donc par exemple entreprises par la direction de la santé de la population. Il s'agit donc d'une action qui porte sur le bilan des victimes. Il s'agit de comptabiliser tout le nombre de victimes pris en charge par l'établissement. La cellule de suivi des victimes est responsable de cette comptabilisation en coordination avec le SAMU, les urgences, la cellule, et pour déterminer en fonction donc le point de situation et le point de stress. Donc, il s'agit en fait de suivre toutes les actions qui sont mises en place par la cellule. Il y a ce qu'on appelle aussi le tableau de la main courante. En fait, c'est l'outil qui va intégrer l'ensemble des données, les entrées et les sorties de la cellule de crise. Elle trace l'ensemble des échanges qui ont été dématérialisés, que ce soit par téléphone, par fax, par courriel. Elle est établie en temps réel, dans un ordre chronologique, et elle doit être disponible à l'ensemble des acteurs concernés par la gestion de crise. Rappelez-vous, une cellule de gestion de crise, elle concerne non seulement les membres de la cellule, mais aussi celui qui a ordonné de mettre en place la cellule, et puis le décideur. À n'importe quel moment, un décideur peut venir vérifier ce qui est fait et on pourra lui expliquer ce qu'on est en train de faire tout par justement cette main courante et le tableau de suivi des actions. Donc, qu'est-ce que ça ressemble à ça, en fait? On doit donc tracer tout ce qui a été donc reçu et tout ce qui est sorti comme courriel, comme information de cette cellule de gestion de crise. Et puis, un point important, c'est le point de situation. En fait, à un certain moment de la cellule, de la gestion de cellules de gestion de crise, on s'arrête et on doit nommer collectivement, et on doit se dire qu'est-ce qui a été fait, et ce qui se va se faire. Elle se fait en fait quotidiennement, 3 fois par jour. Elle dépend en fait de la cinétique de la crise, au début et à la reprise de l'activité ou à la passation des consignes entre les différents groupes de travail. Et puis, pourquoi on fait un point de situation? Pour informer, par exemple, une autorité sur l'avancement de notre travail dans cette cellule de crise. Elle est présentée par l'animateur et elle comprend une situation générale et initiale, une situation particulière et actuelle pour apprécier généralement donc l'avancement de notre travail. Donc, il s'agit en fait d'un tableau qui va inclure ce qui est fait, ce qui est connu et vérifié, ce qui est connu et qui n'est pas vérifié, c'est-à-dire même si on n'est pas sûr, mais on le communique pas, mais on communique généralement ce qui a été vérifié, c'est clair. Et pour que décideur ou la personne qui a intégré la cellule de crise comprendra clairement donc l'avancement de notre travail. Donc, en conclusion, l'évolution des risques sanitaires et des différentes menaces pèse sur notre système de santé. Elle nécessite un renforcement de sa préparation. Elle nécessite surtout l'adaptation donc aux réponses aux crises. Il y a un accent particulier qu'on doit mettre sur la formation du personnel, du professionnel de la santé. Rappelez-vous, une crise, ça se prépare, ça s'anticipe pour justement s'approprier ces dispositifs et pouvoir gérer efficacement et de façon coordonnée la crise. La gestion d'événements récents a démontré la nécessité d'apporter une réponse continue et graduée qui n'oppose pas la gestion des situations sanitaires donc exceptionnelles à celle du quotidien. Il n'y a pas d'écart entre la routine et la gestion de crise. Et puis, la mobilisation, pardon, et puis la mobilisation au plus juste des ressources doit permettre d'assurer la continuité, par une notion très importante, la continuité et la qualité des soins ne doit pas être entravée par cette gestion de cellules, cette gestion de crise sanitaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Boucher, pour ce long et excellent exposé. Heureusement que docteur Lulu n'était pas là, parce que sinon, à vous deux, on aurait fait Non, enfin oui, c'est pour ça que j'étais un peu longue parce que justement, je profite de son absence pour mettre un peu plus de tension. On a tous bien profité. Merci beaucoup. Merci à Monsieur vous. Kerry. Monsieur Kerry.
Monsieur Kornilov, il répond pas. Donc, la parole, on invite donc Monsieur Tis et Docteur. Voilà, il est là, Monsieur Kay. Oui, je suis là. Allez-y, allez-y, Monsieur Kay. Alors, maintenant, on passe la parole au docteur Thies et à docteur Denis. Est-ce que vous voyez les diapositives? Oui, c'est parfait. D'accord. En plein écran, par contre. Voilà. Donc, Ouais, bonjour à toutes parfait. et à tous. Merci à l'organisation de ce webinaire de nous avoir sollicité le docteur Denis et moi-même. On va faire un exposé en duo, c'est-à-dire qu'à certains moments, certaines parties seront présentées par ma consoeur et à d'autres moments, ce sera moi. Nous sommes tous les deux médecins urgentistes en Belgique, tous les deux aussi diplômés en médecine de catastrophe et d'urgence collective. Et nous avons tous les deux la responsabilité de plans d'urgence dans le cadre de notre institution. Alors, nous allons vous proposer un cheminement ensemble qui va continuer finalement la réflexion qui a été initiée par le docteur Salah Bouchaïd sur la gestion des urgences collectives, en vous présentant la réponse belge qui a été appelée en Belgique le plan d'urgence hospitalier. Et on va expliquer pourquoi on a mis cela en place. Ça, c'est une partie que je vous présenterai. Ensuite, on va passer de la théorie à la pratique avec finalement, ben, dans la vraie vie d'un monde hospitalier ou d'un monde des soins, comment mettons ça en place pour faire vivre ce genre de plan d'urgence, y compris en intercrise avec le docteur Denis qui présentera cette partie. Et puis, on parlera de la simulation pour se préparer. Et chacun à notre tour, on illustrera une façon de s'exercer ou de simuler en tout cas et d'entraîner les équipes pour être prêts pour une urgence collective. Et on terminera notre exposé par un retour d'expérience, donc un rétex, sur la mise en place d'un centre de commandement d'une situation un peu exceptionnelle. Et il sera alors le temps d'ouvrir les questions. Donc on essaie de faire un exposé assez dense, court, qui permettra après de pouvoir parler entre nous. Alors, les plans d'urgence hospitaliers en Belgique, ben évidemment, c'est un sujet qui occupe tous les responsables hospitaliers, les directeurs généraux des hôpitaux en Belgique, puisque c'est eux qui, face à la loi, vont avoir l'obligation de pourvoir leurs hôpitaux d'un plan d'urgence. Et ces plans d'urgence s'inscrivent dans une logique d'intervenir lorsqu'il y a une catastrophe interne ou externe à l'hôpital, que ce soit dans le cadre, comme on l'a mis à gauche sur la diapositive, d'une catastrophe où on doit mettre en place une petite noria sur la zone, le chantier de la catastrophe, avec un poste médical avancé et puis une noria vers les hôpitaux, ou que ce soit simplement des mesures de prévention par rapport aux risques qui sont identifiés. Alors, à l'hôpital, un point important, c'est que pour tous les médecins, tous les infirmiers, mais aussi tous les métiers, l'informatique, le service technique, le gardiennage, tous les métiers sont concernés. Et donc, il n'y a pas d'hégémonie médicale ou infirmière en médecine de catastrophe ou en médecine ou en prise en charge d'urgence collective. C'est l'ensemble des métiers, c'est une symphonie de compétences qui doit être mise à disposition de cette prise en charge. Alors, en Belgique, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, nous avons une longue histoire en médecine d'urgence en Belgique, puisque en 1964, la Belgique s'est pourvue d'une série d'articles et d'arrêtés royaux pour la médecine d'urgence et la réquisition de l'aide médicale urgente. Et dans ce cadre-là, il y avait une annexe qui s'adressait aux normes d'organisation hospitalière. Il y a donc de cela maintenant 60 ans, qui imposait à chaque hôpital de disposer d'un plan d'action pour faire face à un afflux de victimes à l'intérieur de l'hôpital et préparer un plan d'action si un événement de grande ampleur devait arriver. On a appelé ça à l'époque les plans de mise en alerte hospitalier, MASH. Et cette loi de 64, cet article royal 64, a prévalu jusqu'à ce que arrive un événement qui va être expliqué par la suite. Mais en 2014, donc 50 ans après la mise en place de cet arrêté royal, une évaluation a été faite et on montrait qu'un tiers des hôpitaux belges ne disposaient pas, malgré l'obligation légale, d'un plan d'urgence
de mise en alerte hospitalière qui étaient valides et qui étaient finalement à jour. Et la moitié des hôpitaux n'avaient pas fait d'exercice, que ce soit des tabletop, donc des exercices sur table, ou des vrais exercices de déploiement de ce plan. Et donc, le 13 novembre en France, et puis le 22 mars 2016, ben, il y a eu ces fameux attentats qui ont secoué la France et la Belgique. Et très rapidement, la Belgique s'est réveillée, le ministère de la Santé, et le 24 octobre, tous les responsables d'hôpitaux étaient convoqués au ministère pour dire qu'un protocole d'accord a été mis en place pour que ce qu'on appelait avant les plans MASH deviennent des plans d'urgence hospitaliers. Et il faut savoir que ça avait été une décision assez rapide, parce qu'en Belgique, nous avons 9 ministres de la Santé concernés par les soins chez nous. Donc, c'est assez complexe en termes de gouvernance, mais il y avait une volonté commune. Tous les hôpitaux doivent s'équiper d'un plan d'urgence hospitalier. Alors, qu'est-ce qui changeait en 2016 par rapport à la loi de 64? C'est qu'en réalité, toute la planification d'urgence en Belgique avait été revisitée avec, d'une part, la logique que certains plans multidisciplinaires d'urgence et d'intervention étaient obligatoires tant au niveau locaux qu'au niveau fédéraux. Ça ne nous intéresse pas vraiment aujourd'hui, mais c'est des plans de prévention quelque part d'événements qui sont réalisés par les cellules de sécurité communale, qui sont réalisés par les autorités en fonction du risque. Et il y avait aussi pour chaque discipline, c'est-à-dire la police, les soins, etc., une nécessité d'avoir des plans monodisciplinaires d'intervention. Et à l'hôpital, ben, nous étions concernés par ce plan d'urgence hospitalier qui comportait pour la première fois 2 volets, à l'inverse de ce qui existait avant. Un volet pour la prise en charge médicale des patients, un plan d'urgence médical, mais aussi, et c'était une nouveauté, un plan d'urgence technique, c'est-à-dire qu'on devait aussi intégrer tous les exercices, comment dire, toutes les composantes d'un risque technologique ou technique dans l'hôpital. Et donc, tout ça devait être mis en cohérence. Et c'est ce qu'on va vous présenter. Alors, le plan d'urgence 2016, nous avions un canevas qui était obligatoire pour tous les hôpitaux, un canevas de base. Et pour ce qui était des risques internes ou externes, on doit adresser dans ce plan, nous avons dû tous les hôpitaux adresser dans le plan, les risques d'incendie, d'effondrement, les risques de perturbation d'équipements utilitaires. Donc, que se passe-t-il à l'hôpital si il y a une coupe d'électricité, un problème de réserve d'eau, des problématiques de chauffage, d'IT, des données électroniques, de cybersécurité, des problématiques climatiques, avec toutes les problématiques climatiques qui doivent être listées, les perturbations d'ordre interne, et là on y retrouve aussi les agressions, comme par exemple l'alerte à la bombe, la prise d'otage, les pénuries de personnel qui sont un risque en soi de crise sanitaire aussi, que ce soit par maladie, lors d'une pandémie par exemple, une grève, une surpopulation, tous les risques CBRNE, chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et toutes les expositions à risque, et puis toutes les problématiques d'approvisionnement et d'évacuation, et puis après évidemment toutes les catastrophes externes qui pouvaient arriver à l'hôpital. Et donc l'idée était de créer en amont, anticiper, comme l'a dit ma consoeur, le docteur Bouchaïd, anticiper l'ensemble des risques. Avec une idée de se dire, identifions le risque, faisons la prévention, préparons-nous, et s'il y a une crise, gérons-la, et puis on réévaluera si ce qu'on a fait est adéquat. Pour vous donner un exemple du PU technique, on a dû évidemment, avant de créer un PU technique aussi, faire attention, hein, mais quels sont les risques auxquels chaque hôpital est confronté. Et donc, par exemple, pour notre hôpital à nous, nous avons fait une cartographie des différentes entreprises, des différents postes à risque autour de l'hôpital qui devaient être identifiés en fonction d'un seuil haut ou d'un seuil bas de type Céveso, donc de catégorie de risque, avec aussi l'indication des dernières visites d'inspection pour avoir une idée de la robustesse ou la résilience des différents plans locaux qui étaient mis en place dans ces situations, dans ces secteurs. Alors, les risques spécifiques, ben, je vous les ai cités tout à l'heure. Et vous voyez que le plan d'urgence hospitalier a toute une série de chapitres
qui reprennent ces différents risques-là. Et donc, pratiquement, pour notre hôpital, le plan d'urgence hospitalier global, j'en ai la responsabilité. Le docteur Denis qui va vous parler à la responsabilité du secteur médical et un autre collègue, Monsieur Jacquemin, qui est le responsable de l'infrastructure et de toute l'IT, a la responsabilité du plus technique. Et à trois, on essaie de coordonner ce plan pour qu'il reste à jour et qu'il soit accessible et surtout qu'il soit actif. Et donc, maintenant que je vous ai fait la théorie du plan d'urgence hospitalière en Belgique, je passe la parole au docteur Denis, qui a mis beaucoup d'énergie dans notre hôpital et dans notre environnement à faire connaître ce plan et à le faire vivre. Et donc, c'est à elle que je passe la parole maintenant. Merci. Donc, comme disait Frédéric, on anticipe, on crée des procédures, elles sont écrites, mais c'est encore essentiel aussi de le communiquer, de former les gens. Et puis, vous verrez par la suite, on vous montrera des exercices qu'on a pu mettre en place aussi, parce que c'est essentiel, parce qu'on ne fait bien que ce que l'on fait régulièrement, et on sait bien que dans une situation exceptionnelle, on n'a pas l'habitude. Alors, comment est-ce que on va pouvoir euh, euh, atteindre toutes les personnes concernées lorsqu'on déclenche un plan d'urgence hospitalier? Comment est-ce qu'elles peuvent connaître ces différentes clés pour la mise en pratique? Alors, on a émis plusieurs stratégies. On a commencé par informer via notre service de communication. On a un intranet dans notre hôpital. Et donc, une fois par an, on rappelle, le plan PU a été mis à jour, allez-y, allez le voir. On a aussi des séances d'information pour l'ensemble des cadres de l'hôpital, pour l'ensemble des chefs de pôle de chaque euh, euh, pôle médical. On a aussi des séances d'information pour les équipes des responsables médecins et infirmiers. Tout nouveau arrivé, eh bien, on organise des formations concernant le plan d'urgence hospitalier. Et puis au niveau des urgences aussi, on a des internes qui changent tous les 6 mois. Et donc, il y a organisation par moi-même de staff qui réexplique comment est-ce que ça fonctionne au niveau du plan d'urgence hospitalier. Et puis également au niveau de ce qu'on appelle les plans d'intervention, les PIM, les plans d'intervention médicaux, puisque dans notre hôpital, on a aussi une activité SMUR, et donc on forme nos assistants qui sont potentiellement premiers SMUR sur place lorsqu'il y a une urgence collective externe à l'hôpital. Donc ça, c'est l'aspect formation. Et puis, il y a une accessibilité aussi du plan PU. Tu peux changer, Frédéric, s'il te plaît. Et donc, sur le site intranet, eh bien, le plan d'urgence est accessible à tout le monde. Vous avez sur le côté différents liens vers différents risques potentiels de ce qui pourrait arriver au niveau de la clinique. Et puis, on sait bien, il y a accès au guide du PU, mais vous allez voir, il fait plus de 200 pages. Ça n'a aucun sens de lire un plan d'urgence hospitalier lorsque l'événement arrive ou est activé. Et donc, on a essayé d'être le plus pragmatique possible parce qu'on sait que lorsqu'il y a du stress, les personnes perdent leurs moyens au début, qu'il leur faut un certain temps. Et donc, au niveau d'intranet, on a imaginé que la personne qui est appelée pour un plan d'urgence ou qui n'est pas appelée, eh bien, elle clique sur une de ces lignes en fonction de là où elle était. Avant notre déménagement, on avait plusieurs sites au sein du GHDC. Et donc, lorsqu'elle cliquait sur la ligne là où elle était, est-ce que je suis chez moi, je suis rappelée, je suis sur tel site, je suis rappelée, qu'est-ce que je dois faire? Et lorsqu'il clique là-dessus, ben, il a accès à toutes les fiches d'action et il peut déjà savoir est-ce qu'il doit revenir, où est-ce qu'il doit aller, et puis les fiches d'action en fonction du métier de la personne. Oui, Frédéric? Sur intranet aussi, on reprend les bases, c'est-à-dire quand est-ce qu'on déclenche un plan d'urgence hospitalier, que ce soit s'il y a un événement extérieur à l'hôpital. Et là, en Belgique, qui déclenche? Ben, le 112 informe via le service d'urgence le médecin référent. Il prend un maximum d'informations et puis il va contacter le directeur médical et en fonction, il va déclencher soit un niveau 1,
ou un niveau 2 de plan d'urgence hospitalier. Le niveau 1, c'est lorsque la capacité réflexe, c'est-à-dire la capacité du service d'urgence à prendre en charge le nombre de victimes, qui est un calcul simple en fonction du nombre de lits hospitaliers. Et donc, si la capacité réflexe est dépassée, euh, pardon, si elle n'est pas dépassée, il y a un niveau 1 qui peut être décidé avec la direction médicale et une mise en puissance du service des urgences sans que tout l'hôpital ne soit à l'arrêt. Et dans un niveau 2, la capacité réflexe est dépassée et là, il y a une montée en puissance, mais il y a un rappel des équipes et une cellule de coordination hospitalière qui est mise en place. Donc tout ça se discute entre le médecin qui répertorie l'ensemble des informations et la direction médicale. Que ce soit un niveau 1 ou un niveau 2, on a une équipe de psychologues et de psychiatres qui prennent en charge les patients. Euh, voilà. Sur la droite, c'est une chaîne beaucoup plus complexe en cas d'événement interne, où là, si vous voulez, il y a une première équipe d'intervention qui va aller évaluer, suite à un appel, ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont dépassés? Est-ce qu'ils peuvent résoudre le problème ou pas? Et donc, en fonction, est-ce qu'il y a des victimes ou pas? Et en fonction, ils appellent la direction et décident aussi, est-ce que c'est un niveau 1, est-ce que c'est un niveau 2, ou est-ce que ce n'est pas un plan d'urgence hospitalier qui doit être déclenché. Oui, Frédéric. Ici, c'est juste pour vous montrer donc ce fameux plan d'urgence hospitalier qui fait 270 pages au total. Ce que je vous disais, hein, cette partie-ci décrit l'hôpital en tant que tel, quels sont les risques au niveau de l'hôpital. Il y a des liens aussi vers les procédures, panne informatique, accident nucléaire important, la pandémie Covid, qui est un plan d'urgence hospitalier un peu particulier parce qu'il est beaucoup plus long dans le temps. Euh, et puis ici, vous avez les fiches d'action qui sont réparties en fonction des missions de chacun. Euh, le- Au début, vous voyez ici, service d'urgence, mais il y a aussi la salle d'op, les soins intensifs. Et puis, comme le disait bien Frédéric, c'est un travail de tous les métiers. Il y a aussi le service technique, il y a aussi la pharmacie, il y a enfin, tous les métiers qui sont dans l'hôpital ont leurs fiches parce qu'ils ont tous une importance pour mener à bien la gestion du plan d'urgence hospitalier. Les fiches, c'est un canevas qui nous a été proposé par les autorités avec une feuille, un recto verso. Le recto reprend les actions pour chacun, que ce soit un plan d'urgence interne ou externe. C'est une obligation. On doit pouvoir sur la même fiche parler des deux plans. Et puis sur le verso, c'est toute une série d'informations générales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les locaux de rassemblement, le numéro de téléphone de la cellule de crise, le numéro de téléphone du centre de coordination, les consignes générales, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la presse, où est-ce qu'on se retrouve. Et puis aussi, dans le bas de la page, c'est à quelle heure le PU a été déclenché, à quelle heure il a été terminé. Et toutes les informations que les gens y notent sur ces fiches-là sont reprises après pour un débriefing post-crise. Oui, Frédéric. Alors, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur notre organisation via les plans d'urgence hospitaliers, que ce soit en théorie ou en pratique, on voudrait vous illustrer avec le docteur Denis l'importance, lorsqu'on met un document comme celui-là en ligne et qui représente beaucoup de travail et de sollicitation des différents acteurs, l'importance que ce ne soit pas juste un document, mais de le faire vivre et qu'il soit connu et finalement qu'il soit appréhendé avec confiance par les différents acteurs pour que le jour où arrive une catastrophe, ce soit ou un événement collectif ou un déclenchement même partiel, ce soit une certaine évidence qu'il faille réagir comme ça ou comme ça et que les personnes puissent trouver facilement leur place dans cette chaîne de soins. Alors, il existe, comme vous le voyez ici dans un document qui avait été réalisé en France, que on peut, dans le cadre d'un plan d'urgence ou d'une gestion d'urgence collective et d'anticipation, on peut faire toute une série d'exercices. On peut faire des études de cas, euh, par exemple. On peut aussi faire des exercices partiels en se disant, tiens, maintenant est-ce qu'on met pour mettre en place une cellule de commandement? Est-ce qu'on peut tester l'organisation de cette cellule de commandement? Est-ce qu'on peut aussi vérifier que finalement cette cellule de commandement interagit bien
avec l'extérieur et avec les différents partenaires, que ce soit à l'intérieur de l'hôpital ou même à l'extérieur de l'hôpital, si on mobilise d'autres disciplines comme les pompiers, la police, la sécurité communale ou la protection civile. Et puis, des exercices généraux où là, quelque part, on fait un exercice global qui mobilise alors tout l'hôpital, voire tout le système de santé. Alors, on va vous présenter deux types d'exercices. Le premier, c'est l'exercice que nous avons réalisé avec le docteur Denis pour tester la capacité de notre comité de direction hospitalier, donc nos directeurs généraux, les directeurs financiers, ressources humaines, opérationnels, des gens qui ne sont pas dans les soins en direct, de voir quelles étaient leurs compétences par rapport à la mise en place de la cellule de commandement. Et donc, on a commencé, on les a prévenus quelques semaines auparavant qu'à un moment donné, on allait venir dans un comité de direction pour faire un test de leur capacité à rebondir. Et donc, on les a prévenus du jour et on leur a redonné l'information de où ils pouvaient éventuellement aller s'informer sur le PUH et quelle était leur fiche d'action et leur rôle. Et puis, le jour même où on s'est invité au comité de direction de l'hôpital, on leur a dit, ben voilà, ça va concerner telle partie. On va faire un exercice en temps réel, c'est-à-dire qu'on va déclencher le chronomètre et tous les membres du comité de direction sont concernés. On ne peut pas imaginer qu'une partie dit je ne fais ou je ne fais pas. Non, comme dans la catastrophe qui serait réelle, tout le monde doit être concerné. On va, avec le docteur Denis, simuler des appels téléphoniques et des communications pour interagir sur l'exercice et le faire bouger, cet exercice. Et on avait établi à l'avance un script préétabli, donc une espèce de scénario que nous suivions. Et comme on était en exercice, on demandait à chaque membre du comité de direction de nous décrire les actions qu'ils vont faire et de les simuler. On avait décidé que l'exercice durerait 60 minutes et qu'une fois enclenché, ben, la participation était requise pour tout le monde. Et on avait déjà prévenu aussi nos collègues du comité de direction qu'un débriefing serait réalisé à la suite de cet exercice et qu'on dévoilerait nos objectifs pédagogiques du jour après l'exercice et pas avant, évidemment, pour être tout à fait cohérent. Et la petite dia en dessous, Are you ready? C'est comme ça qu'on a commencé l'exercice en leur disant, est-ce que vous êtes prêts maintenant à vous lancer dans l'aventure de cet exercice? Donc, on a proposé un scénario simple. Il y a une grande surface commerciale, un grand centre commercial pas loin de l'hôpital, à quelques kilomètres, et on leur a expliqué qu'il y avait un événement qui avait été organisé par la commune pour les personnes réfugiées d'Ukraine, qui était un objectif de détente et de solidarité, qui avait plus ou moins 350 invités dans cet événement, avec plusieurs politiques locaux et fédéraux, et qu'au moment des discours, les discours avaient été mis en place alors que le bourgmestre avait été retardé sur la capitale, une grosse explosion arrivait. Et donc, on les a menés pendant les 60 minutes à gérer le scénario que nous avions préétabli avec le docteur Denis, d'arrivée de patients, d'aléas. Il y avait toute une série de situations un peu comment dire, inattendues qui sont arrivées pendant ces 60 minutes. Et globalement, le comité de direction avait bien répété, puisque ça s'est assez bien passé. Et 60 minutes après, on a fait le débriefing et on leur a quelque part dévoilé les objectifs pédagogiques qui avaient été les nôtres. Et voyez que nos objectifs étaient quelle est votre première réponse à un événement, comment est-ce qu'ils avaient activé les dispositifs et la cellule de crise, comment est-ce qu'ils avaient géré cela, la robustesse de l'interaction et les chaînes de commandement, comment est-ce qu'ils ont communiqué aussi sur les réseaux sociaux et autres, comment ils ont alerté le personnel et comment ils se sont impliqués par rapport à l'extérieur. C'est un exercice intéressant et à l'issue de l'exercice, on a eu un comité de direction qui était rassuré et qui avait identifié ces marges de progression pour un exercice qui ne serait pas un exercice, mais une situation réelle. Alors maintenant, je vais passer la parole au docteur Denis, qui va vous parler d'un autre exercice à grande échelle qu'on a mis en place pour tester nos capacités à réagir face à une attaque dans le cadre du CBRN. Et je te passe la parole, Cécile, et je passe à la dia suivante.
Voilà. Alors là, nous avons l'obligation en Belgique, en tant qu'hôpital avec un service d'urgence 112 agréé, de savoir prendre en charge un ou deux victimes CBRN. Et donc, la procédure, ben, il fallait la mettre en place. Et donc, on a organisé une demi-journée dont l'objectif était d'évaluer la procédure qu'on avait travaillée avec l'ensemble de l'équipe et aussi d'imaginer d'avoir des candidats formateurs par la suite, parce que vous pouvez imaginer que si on se retrouve face à des personnes qui sont contaminées, c'est toute une prise en charge différente et il faut former les gens plusieurs fois sur l'année pour qu'ils soient aptes le jour où ça arrive à prendre en charge les patients. Et donc, cette demi-journée, elle était composée de plusieurs étapes. La première, c'était ben, qu'est-ce qu'on fait quand on a le 112 qui nous contacte en disant il y a deux victimes qui sont à risque contaminé dans telle industrie, qui ont été en contact avec des produits radioactifs. Et donc là, on a expliqué aux équipes. Il faut savoir que dans les personnes qui étaient présentes, il y avait différents experts aussi, des experts d'hygiène, des experts pour la médecine nucléaire, les infirmiers, des médecins. Et donc, on a vraiment exposé et on a mis aussi en pratique notre procédure. Et donc, dans la première partie, on leur a montré euh, quel était le flux du patient. Et donc ici, vous avez le plan de notre service, de notre ancien service d'urgence, avec l'entrée ici du garage. Et donc, on a bien expliqué aux gens comment est-ce qu'on imaginait la personne contaminée qui sort de l'ambulance, qui rentre dans cette zone rouge, dont l'objectif est l'évaluation du patient et son déshabillage, sa première décontamination. Ensuite, il rentre dans une zone orange, où il y a un principal, où l'objectif, c'est une détection, une décontamination avec un contrôle. Et puis seulement après, une fois que la personne est décontaminée, elle peut rentrer dans le service des urgences. C'était essentiel pour nous, évidemment, de l'expliquer à l'équipe, mais aussi de supprimer cette peur, en fait, de la radioactivité et donc de se retrouver dans une situation qu'ils ne connaissent pas. Outre l'organisation des zones qu'on a présentées à notre équipe, on leur a aussi expliqué la répartition des binômes. Et donc, on fonctionne beaucoup en binôme médico-infi ou bien deux infis par zone. Et donc ici, on leur a bien expliqué qu'il y a un binôme médecin-infi régulateur qui ne rentre pas dans les zones à risque, mais qui coordonne l'ensemble, qui s'assure que tout fonctionne bien, qui fournit éventuellement du matériel si besoin, si on a oublié quelque chose, qui transcrit toute une série d'informations sur un papier qui n'est pas contaminé puisqu'il est hors de la zone contaminée pour la prise en charge ensuite du patient. Euh, voilà, c'est la première partie de notre journée. Ici, c'était pour vous montrer que quand on a regardé notre service, il nous manquait une zone rouge et on avait besoin d'espace pour décontaminer le patient, pour le déshabiller. Et donc, on a testé aussi, on avait un accord avec la Croix-Rouge qui nous garantissait que dans les 30 minutes, il pouvait arriver avec une tente. Et donc là, ce jour-là de l'exercice, on a testé le montage et vous verrez par la suite, on a testé aussi la pièce avec une victime potentielle. Oui, Frédéric. Euh, la deuxième partie de la journée, ben, c'était expliquer comment est-ce qu'on déshabille une personne contaminée, qu'elle soit valide ou invalide, parce qu'il y a toute une règle, en précisant que c'est essentiel lorsque l'on retire une couche de vêtements du patient, ben, on le décontamine à 90%. Ça permet de diminuer le stress aussi de l'équipe soignante. Insister aussi sur le fait qu'on doit être très vigilant sur le risque de contamination interne, qui est la chose la plus à éviter à tout prix, que ce soit pour les victimes, mais aussi pour les soignants. Et donc, outre le fait qu'on leur a montré notre procédure et comment il faut faire, eh bien, on leur a demandé de le faire eux-mêmes. Et donc, les équipes euh, se sont habillées, ont testé la procédure sur le regard bienveillant des autres. Ici, c'est la protection du personnel. Et donc, on avait fait un film qu'on leur a projeté. Et puis, les candidats se sont habillés en leur exposant les règles. Il y a aussi l'utilisation du dosimètre, expliquer ce que c'est qu'un dosimètre passif, expliquer ce que c'est qu'un dosimètre actif. Et puis,
apprendre à s'habiller correctement pour être bien protégé et apprendre à se déshabiller correctement lorsque l'exercice est terminé est essentiel aussi pour ne pas se contaminer. Oui. Par la suite, la troisième partie de la demi-journée, c'est une journée bien chargée. Eh bien, l'équipe a mis en pratique ce qu'on leur avait expliqué dans les locaux attribués, donc la fameuse tente de la Croix-Rouge, où on avait un gentil, euh, le fils d'une collègue qui s'est prêté comme victime, qu'on a déshabillé. Et donc, vous voyez que les fiches, en l'occurrence, sont en grand format, imprimées et collées sur la tente pour rappeler chaque fois au personnel le mode de fonctionnement et comment est-ce qu'ils doivent travailler. Tu peux passer à la dia suivante, Frédéric. Donc, en fait, comme je vous disais, il y a un binôme, il y a un déshabilleur et il y a un aidant. Et donc, le déshabilleur, il déshabille le patient, il se fait aider s'il a besoin, il prend les paramètres, il fait le bilan lésionnel au niveau de la zone rouge. Et l'aidant, il donne le petit matériel et il surveille de façon bienveillante son partenaire et afin de lui communiquer s'il doit changer ses gants ou s'il a donc touché une zone à risque contaminée. Et donc, c'est vraiment un travail de bienveillance en disant, OK, tu dois changer ta paire de gants. Et voilà, bon, ils ont testé cette partie-là. Oui. Par la suite, on est passé dans la zone orange, de nouveau avec les fiches, parce que c'est extrêmement complexe. Dans cette zone orange, il y a trois étapes. Une phase de détection qui doit se faire dans un ordre bien précis. On détecte le visage, puis les plaies, les zones découvertes et finalement le corps. Aux zones positives, eh bien, c'est noté où c'est positif. Il y a une phase de décontamination. Et ensuite une phase de détection-contrôle. Si c'est toujours positif, on recommence. Euh, il y a enfin voilà, c'est la procédure en tant que telle. Dans cette journée d'exercice, ce qu'on a fait, on a utilisé un mannequin et on avait notre expert de produits radioactifs qui était présent avec nous, qui a positionné du produit radioactif sur le mannequin et ça permettait comme ça à l'équipe de tester le matériel de détection parce que vous pouvez bien imaginer qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser ces contaminomètres et que c'était une façon de mise en main pour l'ensemble de l'équipe. Voilà. Et puis par la suite, on a terminé par l'évacuation des produits radioactifs, qui est une procédure en soi aussi, vers le porissoir. On a fait un débriefing avec un retour de l'ensemble de l'équipe et pour pouvoir ajuster notre procédure. Merci Cécile. Et la dernière partie de notre exposé, c'est de vous transmettre finalement une expérience assez récente, puisque on est passé de la théorie à la pratique, et là, plus dans le cadre d'un exercice, mais dans le cadre d'un événement réel, de la mise en place d'un centre de commandement pour une situation exceptionnelle. Et c'est ça que je vais vous expliquer, et je vais essayer en tout cas d'être le plus clair possible pour que vous puissiez le vivre avec nous. Alors, en réalité, on avait un enjeu important parce que on était arrivé à l'aboutissement d'un projet qui a maintenant 12 ans d'âge. Nous avons plusieurs sites hospitaliers, nous avions plusieurs sites hospitaliers répartis dans la région, dans le bassin de soins de Charleroi. Et nous avons construit un tout nouvel hôpital, un hôpital avec les normes les plus actuelles. Et il fallait donc amener tout le matériel et tous les patients de ces hôpitaux dans la nouvelle structure. Il faut savoir que pour ce déménagement, on avait estimé, et on l'a fait, il fallait mobiliser plus ou moins 10 000 mètres cubes de matériel, comprenant aussi bien une IRM, les scanners, enfin, tout le matériel habituel, les salles d'opération et autres. Et puis, nous avons estimé qu'à cette période, on avait plus ou moins 600 patients euh, qui étaient dans les hôpitaux et qu'il fallait peut-être diminuer un peu notre activité au préalable du déménagement pour pouvoir avoir un nombre qui devenait plus accessible pour un déménagement dans des bonnes conditions. Et donc, dans ce cadre de déménagement, deux personnes ont été rendues responsables du déménagement. Un collègue, M. Ferroumont, qui a eu la responsabilité de coordonner tout le déménagement du matériel,
Et pour moi-même, j'ai été désigné responsable du déménagement des patients. Alors, lorsqu'on vous assigne une responsabilité comme celle-là, il faut plusieurs balises et les balises étaient de se dire ben, tout patient, quelle que soit sa condition, que ce soit un prématuré ou un grand brûlé, doit être transporté avec une qualité, une sécurité importante, un confort important et il faut que tous les acteurs autour soient comment dire, informés de leur place dans ce système de déménagement. Et donc, en gros, on a déménagé ces patients en 4 phases, du 16 novembre au 25 novembre 2024, donc c'est très, très frais. Et vous voyez qu'au total, on aura déménagé 340 patients, dont en effet, le plus petit patient était un prématuré de 700 grammes et nous avions des grands brûlés, des patients de soins intensifs, toutes les spécialités, y compris des patients en soins palliatifs. Il faut savoir aussi que ce nombre de patients représente un des déménagements les plus importants en termes de nombre de patients qui a eu lieu sur le sol européen ces 10 dernières années. Et donc, l'enjeu était important. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ça? D'une part, on prépare les différents acteurs. On a nommé les ambassadeurs dans les différents services, ambassadeurs infirmiers et médecins qui étaient finalement les personnes sur qui on allait faire reposer aussi le jour J la prise en charge des consignes qu'on avait données. On a préparé ça pendant plusieurs années avec un apprentissage progressif des rôles de chacun. Et puis, comme pour le plan PUH, chaque personne qui avait un rôle dans le déménagement a pu recevoir une fiche d'action, une fiche de fonction qui lui permettait de savoir le jour du déménagement ce qu'il avait à faire pour permettre un déménagement de qualité. Ensuite, ben, il fallait identifier les acteurs comme dans une médecine catastrophe et un plan catastrophe. Et donc, chaque rôle a été identifié avec des chasubles de couleurs qui permettaient, lors de l'événement, que rapidement, les différentes personnes s'identifient dans leur rôle respectif sans devoir se présenter en disant « je suis un tel ou un tel ». Et donc, comme vous le voyez ici, la cellule stratégique qui commandait l'ensemble du déménagement était en blanc. Les ambassadeurs, qui étaient les personnes qui étaient sur le terrain dans chaque service, avaient ces chasubles de couleur jaune-vert. Ils étaient sous la coordination de personnes qui étaient habillées en rose, les brancardiers en bleu et la direction opérationnelle en orange. Et puis, il y avait aussi des acteurs ambulanciers et des personnes qui étaient ressources pour la dégradation éventuellement des patients, des transports de malades critiques qui étaient identifiables également. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que le cœur de toute organisation, quand on a établi le scénario, qu'on a anticipé le scénario patient par patient, donc on a identifié avant les jours de déménagement les besoins spécifiques de chaque patient dans chaque service, et on a établi une partition de musique qu'on a appelée le script. Et ce script, c'était de dire tel patient dans tel service va partir à telle heure, etc., etc. C'était la partition qui a été la plus difficile à mettre en place parce que pour chaque patient, il fallait trouver le bon moment dans le système pour le transporter, avec la bonne ambulance, avec le bon accompagnement. Évidemment, vous comprendrez aisément que on ne transporte pas un patient dans un lit de soins intensifs avec une ECMO de la même façon qu'un patient en BPCO, sous VNI, en pneumologie ou un prématuré de 700 grammes. Donc, le script était chaque fois extrêmement précis et nous avions l'objectif de déplacer un patient toutes les 3 minutes les différents jours de déménagement. Et donc, c'était important d'avoir une organisation qui coordonnait l'ensemble autour de ce script. Et donc, je vous présente un petit peu comment on a travaillé. Vous allez voir après en pratique. On a imaginé d'abord un centre de crise où devant, dans les premières tables, il y avait tous les opérateurs, c'est-à-dire les personnes qui étaient en contact avec les ambulances et qui dirigeaient les ambulances. Il y avait les opérateurs médicaux, et là, c'était le docteur Denis et quelqu'un d'autre à côté d'elle qui était en contact direct avec les ambassadeurs, médecins, infirmiers de chaque site, et puis des opérateurs pour la mobilité et la sécurité des patients. Et derrière, il y avait les tables, entre guillemets, de commandement
où on avait des représentants de la Croix-Rouge, des représentants de la police, puisqu'on avait des motards qui accompagnaient les transports les plus critiques, différentes personnes qui mettaient de l'huile dans les rouages, et l'ensemble de ce poste de commandement était, j'avais l'honneur de le coordonner, et voilà. Alors, pour qu'on puisse suivre les opérations de la manière la plus précise possible, on avait 4 grands écrans. L'écran qui est appelé traceur, c'est que chaque patient, chaque ambulance était géolocalisée et on pouvait suivre le trajet de l'ambulance en temps réel d'un point A à un point B. Le deuxième écran était l'écran où on voyait la partition de musique que nous devions suivre, donc le script patient par patient. Et puis nous avions un système d'encodage du patient qui sortait de l'hôpital via un bracelet électronique qui était scanné pour savoir que le patient était en route. Et lorsque le patient arrivait dans l'hôpital de destination, il était rescanné et donc on savait qu'il était bien arrivé. Et on avait comme ça un cadastre qui permettait de suivre les opérations. Et enfin, un dernier écran où on avait installé sur l'ensemble du processus des entrées et des sorties des hôpitaux des caméras extrêmement précises qui nous permettaient, nous qui étions au poste de commandement, de vivre l'événement comme si on était à côté du patient. Et donc, voilà ce que ça donnait avant que l'on lance les opérations d'aménagement. Ça, c'est ce qu'on a eu vraiment comme centre de commandement. Et vous voyez que finalement, on a choisi de faire 2 lignes de table au lieu de 3. Et ces grands écrans que vous voyez là sont restés en action pendant toute la semaine d'aménagement avec les différentes répartitions de tâches comme je vous les ai expliquées auparavant. Alors, quels étaient les horaires que nous avions mis en place, que tout anticipe? Ben, nous ouvrions à 6 heures du matin le centre de crise. On accueillait le personnel et les différents ambulanciers. On distribuait les traceurs pour les véhicules. On faisait tous les checks, entre guillemets, ambulanciers et du personnel. On testait la radio. On testait tous nos processus en interne. Et vers 7h30, on lançait le go live, c'est-à-dire le moment où on lance le déménagement, les phases et on suivait le script et on avait imaginé le terminer à 18 heures et ensuite récupérer tout le matériel, le fermer et puis faire un débriefing. Ça, c'est ce qui était la théorie. En pratique, nous avons finalement, pendant ce déménagement et ces phases, on a coordonné 33 vecteurs ambulanciers, allant de l'ambulance bariatrique à des ambulances de véhicules légers, par exemple des VSL. On a coordonné 150 volontaires ambulanciers, 210 ambassadeurs et cadres infirmiers. On a eu 4 duos de motards policiers qui nous ont aidés, 45 brancardiers et plus ou moins 600 personnes par jour sur place dans l'hôpital. Et comme l'a dit le docteur Bouchaïd, nous avions une main courante et je vous ai mis ici une partie de la main courante. Et vous voyez que, par exemple, la phase 1, le 16 novembre, on a commencé à 6 heures du matin et nous avons déménagé l'ensemble des 187 patients à 15h02. On avait terminé notre travail et tous les événements. On a eu des problèmes techniques pendant la journée. Tout a été consigné dans la main courante pour avoir une trace de ce qui s'était passé. Alors, je partage avec vous quelques images pour vous montrer ici le débriefing sur la partie gauche, le débriefing après un exercice préalable que nous avons fait pour tester un processus. Vous voyez ici les 4 écrans dont je vous ai parlé, avec à gauche une partie de l'écran qu'on voit mieux ici en dessous, qui nous permet de suivre en temps réel les ambulances sur un traceur. L'écran ici du milieu où on voit des lignes, c'est le script, donc patient par patient, on peut suivre quel patient s'en va. L'écran ici, c'est le in et le out des patients. Et à droite, toutes les caméras des différents sas d'entrée et de sortie. Et à gauche, en bas, vous voyez sur le terrain les motards qui accompagnent les ambulances et les arrivées des différents patients. Et vous voyez ici une vue plus large de l'ensemble du poste de commandement qui a travaillé sereinement pendant ces 4 jours et chacun a son rôle pendant que nous commandons les opérations sur le terrain. Par exemple, ici, on transporte un patient qui doit être isolé. Et donc, les personnes qui transportent sont habillées avec des habillages de type épi pour se protéger. Et vous voyez l'arrivée dans le nouvel hôpital à l'entrée des urgences avec les différents motards, les ambulances qui ont terminé là, leur travail. Donc, voilà en gros tout ce qu'on voulait vous partager. Le PUH, les exercices, la mise en place d'un poste de commandement.
Et comme conclusion, on pourrait vous dire que pour nous, dans la gestion des situations de crise exceptionnelles, ben, on doit stratifier les risques à 360 degrés. Je rejoins ce qui a été dit avant. On doit anticiper au maximum toutes les situations liées à ces risques, établir un plan d'urgence hospitalier, médical et technique. Mais comme l'a très bien dit le docteur Denis, après avoir rédigé des fiches d'action pour chaque métier, il faut communiquer, il faut établir des rôles clairs dans la coordination de la situation, réaliser régulièrement les simulations d'exercice dont on vous a parlé. Et en toutes circonstances, on a eu la chance ou la malchance avec le docteur Denis de vivre aussi des plans catastrophes de grand niveau, dont les attentats. Il faut rester calme, professionnel et pratique. Et pour le CBRN, ben, je pense que le docteur Denis vous a bien montré que là, il faut un temps de formation important pour faire comprendre les enjeux et la logique, pour former aux procédures et pour rassurer le personnel que si ça arrive, il vaut mieux être préparé. Et c'est dans ce cadre-là que on fera le meilleur travail tous ensemble. Voilà, nous on a terminé, on est disponible pour les questions qui vont suivre et on vous remercie encore pour l'invitation, c'est un plaisir. Merci à tous les panélistes, tous les remerciements de la part d'Accréditation Canada pour ce webinaire qui était excellent et riche en informations. Donc, merci à Dr Bouchaïb, Dr Frédéric Thies et Dr Denis. Alors, effectivement, nous avons reçu quelques questions. Donc, la première question, je ne sais pas à qui elle s'adresse, donc quel que soit le panéliste, n'hésitez pas à répondre. Comment garantir une coordination efficace entre les différents acteurs lors d'une crise sanitaire? Cécile, tu veux répondre d'abord? Euh, alors c'est compliqué, mais je parle pour les urgences. On a un médecin référent. Un médecin référent qui, c'est difficile pour lui et n'est pas censé soigner les gens, mais s'assurer, faire le management des urgences. Et lui, c'est le référent avec les cellules de coordination. Donc, ça nous permet de... Et alors, c'est un mode de fonctionnement qu'on essaie d'avoir de plus en plus dans la vie de tous les jours, pour que ce soit une habitude, en fait, pour que ce référent, alors il va avoir des missions supplémentaires en cas de plan d'urgence hospitalier, mais au moins il a l'habitude qu'il doit prendre du recul et s'assurer que l'équipe a tout ce qu'il faut, qu'il ne manque pas de matériel, qu'au niveau des médicaments c'est OK, que la répartition des binômes est correcte, qu'on a peut-être besoin plus d'aide d'un secteur ou à un autre, qu'on doit peut-être appeler la salle d'op parce qu'on va devoir libérer, qu'on a plus de patients qui arrivent. Et donc, je pense qu'avec ce mode de fonctionnement euh, de tous les jours, ça devient plus facile de pouvoir gérer une urgence. Et puis au niveau de la cellule de coordination hospitalière, ben, c'est aussi notre référent. Et donc, si le médecin référent des urgences est dépassé, il doit en faire référence à la cellule de coordination, voire demander de l'aide voilà, pour se faire aider dans ce cadre-là. Je ne sais pas, Frédéric, si tu veux ajouter quelque chose. Non, tu as déjà dit les choses, la chose essentielle. Et puis surtout, on l'a bien vu dans les différents événements collectifs qu'on a dû gérer dans le parcours de vie qui est le nôtre. Il faut aussi qu'on se connaisse et qu'on se reconnaisse entre tous les métiers. Et donc, pour assurer quelque part cette coordination efficace, il faut déjà qu'il y ait une confiance entre les acteurs. Et donc, si on ne connaît pas les acteurs avec qui on travaille, il y a donc une importance de les identifier. C'est pour ça que les chasubles, par exemple, sont un élément qui peut paraître anodin, mais qui va permettre, lors de la crise, lors de la sidération de l'événement, de se rattacher à quelque chose et dire, ben, tiens, je dois aller trouver le DIR CCE ou le DIR MED parce que je l'identifie, parce qu'il est habillé de telle ou telle façon. Mais la clé, je pense, si on donne un message, c'est que partout où vous travaillez, si vous devez travailler dans l'anticipation d'une crise sanitaire, apprenez à connaître les personnes avec qui vous allez interagir, que ce soit les collègues de la police, les pompiers, la protection civile, pour que le jour de la catastrophe, ce soit naturel, qu'il y ait une coordination et une reconnaissance de chacun. Et je crois que c'est aussi une clé de succès, ça. Juste ajouter aussi, quand je fais la formation à l'équipe des urgences, hein, où on se connaît tous, mais je leur dis toujours, si un jour ça arrive, vous savez qu'il va y avoir un afflux de victimes, on se rassemble tous dans la cuisine, on explique ce qui se passe
on répartit les chasubles, on vérifie qu'on a chacun un numéro de téléphone et on note pour savoir, ah voilà, le référent de la zone rouge, c'est toi avec tel infi. Et donc, prendre juste 5, 10 minutes ou 5 minutes, peu importe, un peu de temps pour faire un débriefing avant l'arrivée des patients, c'est essentiel. Et vérifier qu'on a bien, on sait te contacter, ok, toi tu vas là, toi tu vas là, tu es à l'aise dans telle zone, ah non, non, je préfère aller, ok, pas de souci. Et donc comme ça, un débriefing au sein de l'équipe, c'est vraiment essentiel. Alors, une autre question que nous avons reçue. À quel rythme faisons les manœuvres de simulation dans un établissement de santé? Et est-ce que les structures de proximité de base, exemple salle de soins, polyclinique qui assurent les consultations, sont concernées par ce type d'exercice? Alors, à quel rythme les autorités nous imposent un exercice par an, sachant que si on déclenche un PU sur l'année, c'est considéré comme un exercice. Ça, c'est le minimum pour être agréé. Euh, et puis, on peut en faire plus. C'est vrai qu'avec Frédéric, on en a fait un petit peu plus. Et est-ce que la polyclinique est impliquée ou pas? En fait, le plan d'urgence hospitalier, il doit fonctionner 24 heures sur 24. Et donc, la base de l'organisation se fait avec les personnes qui sont présentes. Euh, lors des attentats de Bruxelles, on nous a un petit peu reproché de ne pas avoir impliqué tous ceux, c'est arrivé à 8 heures du matin, donc tout le monde était là. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient en stand-by et qui, lors du débriefing post-crise, nous ont exprimé qu'ils trouvaient ça dommage de ne pas être impliqués. Mais le souci, c'est que quand on écrit le plan, ben, il faut alors qu'il soit disponible tout le temps. Euh, Maintenant, la cellule de coordination peut, pour une raison ou une autre, dire, ah ben voilà, j'ai telle personne qui est présente, je peux les activer, mais ils ne sont pas activés d'office dans la base du plan, parce qu'ils ne sont pas présents tout le temps. Et donc, on ne peut pas leur donner une mission où on sera en difficulté s'il n'y a personne au moment où on veut déclencher le plan. Par contre, on peut imaginer que, par exemple, suite à l'explication du docteur Genoun tout à l'heure sur l'organisation des soins en Algérie, on peut imaginer que, en fonction des risques identifiés dans telle ou telle région, le plan intègre ou anticipe, je veux dire, le rôle d'un poste avancé ou d'un poste de proximité dans le plan préalable. Mais comme le dit le docteur Denis, il faut alors que ce rôle soit activable, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit ou de la semaine, pour que ce soit efficace. Très bien. Alors, nous avons encore une autre question. Est-ce que le plan ORSEC, Organisation des secours communal ou wilaya, donc départemental, fait partie du circuit de l'intervention lors de la survenue d'un événement extra-hospitalier? Alors ça, je ne peux pas répondre parce que c'est des normes françaises que je ne connais pas. Ce qui est certain, c'est que en Belgique, en tout cas, chaque événement ou chaque situation, par exemple, à risque, doit bénéficier en amont d'un plan d'urgence qui a été établi pour, par exemple, savoir quelles sont les zones de rendez-vous, les endroits où on doit éventuellement, je veux dire, organiser un PMA, donc un poste médical avancé, et que lorsqu'on déclenche une, une- un de ces plans parce qu'il y a une catastrophe externe, ben, c'est un tout. C'était la cohérence dont j'ai parlé tout à l'heure dans les diapositives d'introduction. L'idée est vraiment que de l'endroit du chantier jusqu'à la prise en charge en salle d'opération éventuellement d'un patient polytraumatisé, la chaîne de soins ait été cohérente et qu'il n'y ait pas des silos organisationnels. Mais je ne connais pas bien le plan Orsec, donc je ne suis pas habilité pour y répondre. Alors, on va prendre encore peut-être une ou deux questions. Je vais vous poser encore une autre question qui vient d'arriver. C'est comment gérer une intervention lors d'une crise sanitaire nécessitant l'isolement des cas,
Et quelles mesures prendre en cas d'incapacité de l'hôpital d'accueillir toutes les personnes affectées? Je ne sais pas qui veut répondre, Cécile ou moi. Mais donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que on a vu pendant la crise sanitaire de la Covid, où on l'a vu aussi lors du déménagement, lorsqu'on a des patients qui nécessitent un isolement, finalement, la prise en charge, elle est la même, si ce n'est que les intervenants doivent prendre le temps d'habillage et des habillages et de protection du patient et des professionnels de santé et que dans l'organisation, ce qui est important alors, c'est de tenir compte de la nécessité d'inclure dans les NORIA et dans les temps de NORIA des temps et des procédures de désinfection rapide des différents vecteurs ambulanciers. Donc, ça complexifie un petit peu la prise en charge des patients et le temps de prise en charge, mais normalement, ça doit être intégré aussi dans les risques anticipés. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on déclenche un plan d'urgence collective, et c'est pour ça que le docteur Denis a parlé de capacité réflexe en Belgique, c'est que chaque hôpital a l'obligation d'avoir une capacité réflexe à respecter, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'il peut prendre d'emblée avant de devoir rappeler du personnel. Et c'est alors à l'organisme qui centralise la gestion de la catastrophe de répartir les malades et les blessés en fonction de leur niveau de gravité, des urgences vitales jusqu'aux urgences impliquées, dans les différents hôpitaux. On ne va jamais en catastrophe, en ces catastrophes, envoyer toutes les victimes dans le même hôpital. Ce serait une erreur parce que si on doit mobiliser ou opérer simultanément toute une série de patients, ben, ça va être compliqué. Si on est dans une zone où il n'y a pas la possibilité comment dire, de répartir les patients. Il va y avoir des choix qui vont être faits de triage. Là, évidemment, il y aura peut-être plus de complexité de séquencer les soins, mais, euh, mais on ne peut pas normalement envoyer toutes les victimes au même endroit. D'autant plus que si vous avez une catastrophe dans une zone, il y a tous les patients que vous allez prendre en charge par votre système de gestion de la catastrophe, par les ambulances, par le personnel dédié. Mais vous savez comme moi, naturellement, l'homme qui a peur ou la femme qui a peur, elle va se rendre aussi elle-même vers un hôpital. Et donc, on a aussi des personnes qui vont sortir du plan préétabli. Il faut les prévoir dans votre plan d'urgence qu'il risque d'y avoir des personnes qui vont venir par leurs propres moyens. Et comment est-ce qu'on les gère adéquatement aussi et comment est-ce qu'on les intègre dans le plan de prise en charge d'urgence collective. Donc, tout ça est résolu assez facilement, ou en tout cas, on peut aisément s'en prémunir si on a réalisé une bonne réflexion stratégique auparavant et dans la rédaction du plan d'urgence à appliquer en cas de catastrophe. Dans le cadre du Covid aussi, on a modifié nos secteurs au niveau des urgences. Euh, je dirais, on, quand on était certain que deux patients avaient le Covid, on les rassemblait. Donc on les déplaçait aussi. Mhm. Ce qu'on voulait surtout, c'était protéger ceux qui n'avaient pas le Covid, qui venaient pour autre chose. Euh, et, euh, et donc globalement, on se réunissait, je crois, toutes les semaines avec la cellule stratégique pour adapter nos réactions, pour pouvoir faire des tests rapides, pour voir ce qu'on avait de disponible. Ça a vraiment évolué de mois en mois. Et au sein des urgences, on a modifié notre structure d'urgence. Parce que les patients ayant peur du Covid, finalement, venaient moins aux urgences pour autre chose que du Covid, ce qui nous a Mhm. permis de changer en fait nos secteurs et de pouvoir prendre en charge quand il y a eu l'afflux de personnes qui n'allaient pas bien, enfin le pic de patients atteints du Covid, on savait les prendre en charge parce qu'on avait modifié nos secteurs pour pouvoir les prendre en charge. Excellent. Alors, on va vous poser la toute dernière question et on va terminer notre webinaire. Je sais, on a dépassé un petit peu notre timing. Alors, donc, vous avez parlé du plan d'urgence hospitalier, le PUH, le PUH. Quelle est la période de renouvellement de ce plan? Mais normalement, enfin, c'est complexe à établir. Il est certain qu'il semble assez logique, comme l'a dit le docteur Denis, qu'une fois par an, en tout cas, on fasse la communication qu'il existe et d'avoir une veille pour le maintenir à jour
dans l'équipe qui coordonne ce plan. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut peut-être donner comme conseil que tout changement organisationnel dans la structure hospitalière ou toute apparition d'un nouveau risque doit imposer que le plan l'intègre. Et je crois que si on part sur cette logique-là de se dire on fait un plan et on se met un calendrier de contrôle qui est toujours valide chaque année et on en fait les modifications d'usage, on a alors un outil dynamique de gestion des risques qui est probablement le plus efficace. Est-ce que c'est facile? Non, parce que en Belgique, on a souvent l'obligation de faire des choses avec très peu de moyens disponibles, ou en tout cas alloués ou financés. Et là, ben, c'est là où le rôle des coordinateurs que nous sommes avec Cécile Denis, ben, on essaye de mobiliser les personnes qui sont aptes à nous aider pour maintenir cet outil le plus dynamique possible. Merci beaucoup, Dr. Thies, Dr. Denis. Dr. Guénoun, est-ce que vous voulez dire quelques mots avant de terminer le webinaire? Oui, juste un mot. Donc, voilà un petit peu, c'est-à-dire la problématique quand on présente une expérience étrangère et que nos concitoyens donc, posent des questions et beaucoup pensent que c'est la même organisation partout. Donc, c'est pas le cas. Pour nous, je reviens juste pour la prise en charge des patients enfin, des patients ou des blessés, ça dépend de la nature de la catastrophe. On a ce qu'on appelle les établissements hospitaliers spécialisés, comme déjà comment dire, dans les gestions courantes pour les accidents de la circulation et tout ça. Donc, il y a environ donc, un hôpital pour la traumato, la neurochirurgie, etc., donc, dans chaque région. Et il y a aussi également des hôpitaux pour ce qui est des brûlés et des grands brûlés. Donc, on a adopté cette stratégie par rapport. Mais c'est vrai que avec l'expérience du Covid ici, on a, devant l'afflux des patients, on a réservé carrément des hôpitaux qui d'habitude ont plusieurs spécialités. Donc, on a fait, comme vous avez fait un petit peu pour le déménagement, on a pris les malades ailleurs dans d'autres hôpitaux et on a réservé quelques hôpitaux spécialement pour la COVID, pour mutualiser un petit peu les moyens et rassembler les ressources humaines. Donc, ce qui est très important, et peut-être c'est ça que pour nos prochains webinaires, notre prochaine coopération, M. Kornilov, et peut-être que les panélistes, avant d'intervenir, on leur fait quand même le connaître l'organisation générale en termes de soins, de système de santé national, pour comment dire, ils se projettent ils se projettent par rapport aux connaissances, par rapport aux démarches à suivre, etc. Mais c'est toujours intéressant de prendre connaissance des expériences, que ce soit canadiennes ou belges. On a eu aussi quelques expériences françaises. Voilà, c'est ça qui nous enrichit. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Tis, Madame Denis, Docteur Denis. C'était un foisonnement de connaissances. Mhm. Monsieur Kornilov va certainement nous mettre un lien pour revoir et la mettre aussi sur notre site pour faire partager aux gens qui n'ont pas pu, donc, se connecter. Et voilà, donc on rajoute à notre collection de formation continue cet excellent webinaire. Merci à tous. Et merci aux personnes qui se sont connectées et on leur donne rendez-vous au mois de janvier. Et merci Tout pour à votre fait. accueil et merci aussi pour tous les retours sur le chat et le partage est important. On a tous à apprendre les uns et des autres. C'est une chaîne, tout le monde est concerné. Absolument. Merci beaucoup à tous les participants. Et donc, le prochain rendez-vous, comme a dit le docteur Guénoud, est le 15 janvier. Donc, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.